Je propose qu'on démarre, puisqu'il est 14h pile et pour pas prendre de retard. Et puis on est déjà une cinquantaine de connectés, donc les retardataires arriveront. Donc bienvenue et merci à tous de nous rejoindre pour ce webinaire de présentation de la 3e édition des chiffres clés de l'Observatoire. Donc on tâchera de terminer aux alentours de 15h30. Donc le programme est réparti en quatre grandes séquences. Dans un premier temps, une introduction par Frédéric Rosenstein, puis ensuite on entrera dans le vif du sujet avec une première séquence sur l'évolution du marché des CPE publics, puis un approfondissement sur les typologies et les coûts des actions d'efficacité énergétique de ce marché des CPE publics. On fera ensuite une première présentation des CPE sur le secteur du privé. Et puis un focus sur les impacts de la crise sanitaire sur les CPE. Donc chacune de ces séquences comprendra un temps de questions-réponses en fin de séquence. Donc n'hésitez pas à poser vos questions alors en priorité dans le chat. On se chargera pour les présentateurs de faire une synthèse des différentes questions et pour leur permettre de faciliter les réponses. Et puis pour information aussi, ce webinaire est enregistré, il y aura donc un replay qui sera disponible. Après aussi, pour plus d'aspect convivial, vous pouvez aussi bien évidemment lever la main et on pourra vous donner la parole dans la mesure du possible. Voilà, donc sans plus tarder, je laisse la parole à Frédéric Rosenstein pour l'introduction de ce webinaire. Donc bon webinaire à tous. Frédéric, on ne t'entend pas. Alors, je recommence. Donc bonjour à tous et à toutes et merci de participer à ce webinaire. Donc comme le disait Amandine, c'est le 3e webinaire de présentation des chiffres clés de l'Observatoire. Je me présente rapidement, donc Frédéric Rosenstein du service bâtiment de l'ADEME. Donc je vais vous faire une courte introduction sur l'ONCPE et un peu ses missions et l'historique. Alors, pour reprendre l'historique et rapidement, donc l'ONCPE est né en 2016. Mais d'abord quelques mots sur la jeunesse de l'ONCPE que l'on peut faire remonter finalement au Grenelle de l'environnement. Donc le Grenelle en 2007-2008 introduit des dispositifs avec une logique d'obligation de résultat énergétique. Donc il y a deux types de dispositifs, le CPE ainsi que le décret tertiaire qu'on appelle aujourd'hui le dispositif éco-énergie tertiaire. Donc ce sont deux dispositifs, on va dire, un peu miroirs. Donc là, le CPE, c'est une démarche volontaire à travers un contrat entre deux parties, le maître d'ouvrage et la société de services d'efficacité énergétique, alors que le dispositif éco-énergie tertiaire, c'est une démarche réglementaire, donc obligatoire, qui pèse sur les maîtres d'ouvrage, les assujettis, ce qu'on appelle les assujettis. Et dans les deux démarches, il y a une comparaison d'un objectif à atteindre par rapport à une situation de référence, avec l'utilisation de méthodes d'ajustement des consommations d'énergie, tenant compte des conditions climatiques, intensité d'usage des bâtiments, etc. Donc on peut penser que le CPE, c'est un outil adapté pour l'atteinte des objectifs du dispositif éco-énergie tertiaire, mais pas seulement, on verra aussi dans le webinaire qu'il peut être aussi adapté aux résidentiels collectifs, notamment les logements sociaux. Donc, suite au Grenelle de l'environnement et l'introduction notamment de la possibilité de passer des contrats globaux dans le secteur public avec les partenariats publics-privés, donc des premiers CPE sont développés et l'ADEME avec le CSTB a suivi les deux premiers CPE en France qui étaient dans les régions Alsace et Centre sur des lycées avec des évaluations assez poussées qui ont fait l'objet d'un rapport qui est toujours consultable en ligne. Donc depuis, le CPE s'est développé et est devenu un marché mature en France. D'où l'idée de lancer l'ONCPE, enfin cet Observatoire national des CPE, avec le CSTB et le CEREMA. Alors, nouveauté, depuis l'an dernier, on a établi un partenariat aussi avec l'OID pour creuser le tertiaire privé, puisque jusqu'à maintenant, on avait un manque de données dans ce secteur-là. Donc, les trois missions principales de l'ONCPE, donc c'est répertorier des projets de rénovation énergétique des bâtiments menés avec le CPE et dresser la cartographie du marché, tirer des enseignements des CPE
partager des retours d'expérience et favoriser le développement d'une culture de la garantie de performance énergétique, la GPE, ou plus exactement la GRE, la garantie de résultat énergétique. Donc, nouveauté, c'est qu'en 2021, on a développé un site internet, donc observatoirecpe.fr. Donc, les travaux de l'ONCPE plus en détail. Donc, une approche quantitative, donc c'est l'objet du webinaire, donc de présenter les chiffres clés. Donc, ce qui permet d'évaluer l'évolution du marché des CPE, d'établir une cartographie des projets, et donc cela basé sur des données fiabilisées et centralisées. Donc, la méthodologie vous sera présentée, donc avec une analyse statistique. Ce qui est important également, c'est que l'observatoire de CPE ne se limite pas à ces chiffres clés, à cette approche quantitative, mais il y a aussi une approche qualitative, et c'est peut-être le plus important des chiffres. C'est vraiment des études de cas qui présentent des retours d'expérience, ce qui est exemplaire, voire ce qu'il ne faut pas faire également. Et aussi, ça permet de développer, d'évaluer les outils qui fonctionnent, ou alors également des outils qu'il faut développer pour améliorer la mise en œuvre des CPE. Et puis, il y a un volet donc diffusion, communication, donc avec ce site internet, Observatoire CPE, donc, qui présente des actualités, des publications, de nombreuses ressources techniques, juridiques. Mais ce n'est pas seulement un site internet, c'est aussi une plateforme collaborative pour alimenter la base de données CPE en ligne. Donc, on compte sur la participation des différentes parties prenantes de ce marché, et Pierre Boisson y reviendra à la fin. Donc, on organise des rencontres professionnelles avec des groupes de travail thématiques, les maîtres d'ouvrage publics, privés, des sociétés de services énergétiques. Et puis, donc, on diffuse des résultats à travers des rencontres nationales, des webinaires, des conférences. Et donc, comme je le disais, on a établi un partenariat avec l'OID pour le tertiaire privé, mais également, on travaille aussi avec d'autres acteurs comme, par exemple, l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement, puisque c'est une région pilote sur le marché des CPE. Donc, bon webinaire, je vous remercie pour votre participation, et puis donc je laisse la parole à mes collègues pour la suite. Et donc, bonjour, Pascal Le Breton, CEREMA, j'espère que le son est bon. Alors j'ai pris je tente de prendre... Alors, est-ce que tout est bon? C'est bon. Ok, voilà. Très bien, donc Pascal Le Breton, CEREMA, merci Frédéric. Donc nous allons donc vous présenter l'évolution du marché des CPE publics. Donc CPE publics, ce sont essentiellement les CPE dont les maîtres d'ouvrage sont des personnes morales de droit public qui sont soumises au code de la commande publique. Donc voici, je change, très bien. Alors la première chose qui nous a été donnée de faire est d'abord d'établir une méthodologie d'élaboration de notre panel afin de fiabiliser les chiffres que nous allons vous présenter. La première tâche a été de définir ce qu'était de manière précise un CPE, en tout cas un CPE au niveau national, au niveau français. Donc nous avons différentes définitions. Aucune définition aujourd'hui n'est véritablement juridiquement opposable en droit national, contrairement à d'autres pays. On a essentiellement le CPE aujourd'hui est une forme de concept valise à l'intérieur duquel on peut avoir pas mal de choses, puisque l'interprétation est peut-être assez large de ce qu'est un CPE. Donc, forcément, nous avons essayé de déterminer un peu plus précisément ce que nous entendions, nous, ONCPE, comme étant un véritable contrat de performance énergétique, afin de pouvoir constituer un panel exploitable. Donc, nous sommes partis des directives, de la première définition, première définition, nous sommes partis de la définition européenne, définition de droit communautaire, directive 2012-27/UE, donc qui est une définition qui n'est pas juridiquement opposable, puisque ce n'est pas une directive d'application immédiate, mais qui est malgré tout aujourd'hui la directive phare, la définition phare pour l'ensemble des pays soumis au droit européen. Nous avons ensuite pris en compte la proposition de définition nationale du rapport Ortega de mars 2011, puisque le rapport Ortega proposait de définir en droit national et de rendre opposable une définition. Ça n'a jamais été fait. Donc aujourd'hui, on n'a pas de définition opposable permettant de déterminer de manière très précise ce qui, en droit français, relève du CPE. Enfin, ce n'est pas forcément quelque chose de dirimant, mais cela ne permet pas forcément de donner une définition égale, universelle pour tout le monde. Nous avons également pris en compte, de
façon, nous étions conformes à la définition prise par l'arrêté du 24/7/2020 qui introduit en droit français une définition du CPE, mais dans un cadre très très particulier, puisqu'il s'agit en fait de définir le CPE dans le cadre de la législation obligeant un certain nombre de contraintes sur l'inspection des systèmes thermodynamiques. Donc on est loin d'une définition un peu universelle. Donc tout ça nous a amené à construire notre propre définition. Je vous ferai ici l'économie de la lecture de cette définition. Vous la retrouverez sur le site et dans le document que vous pourrez télécharger suite à ce webinaire. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour l'Observatoire national, nous considérons que sont des CPE les marchés, les contrats, qui prévoient un engagement d'amélioration par rapport à une situation de référence, donc ce qui signifie que l'on ne prend en compte que les CPE sur l'existant, que les marchés sur l'existant, puisque par définition, sur les bâtiments neufs, il n'y a pas d'historique et il ne peut pas y avoir de situation de référence, en tout cas de référence réelle. Ça peut être qu'une approche réglementaire ou conventionnelle. Donc, on prend en compte uniquement les marchés sur lesquels une entreprise s'engage à améliorer la performance énergétique par rapport à une situation de référence. On ne prend en compte que les marchés, que les contrats offrant une garantie de résultat énergétique. Comme le disait à l'instant Frédéric, il ne s'agit pas de mesurer les performances passives de l'ouvrage à la réception, mais il s'agit véritablement de mesurer les performances atteintes par l'ouvrage en situation d'exploitation. Donc, on parlera uniquement de garantie de résultat énergétique. Et enfin, nous avons retenu les marchés qui prévoient de lier la rémunération de l'entreprise à l'atteinte des engagements de performance, dans le cas d'une obligation de résultat. On peut estimer qu'un engagement de performance sans contrainte, sans sanction, a peu de chances d'être efficace. Donc voilà, nous sommes partis donc de cette définition. Le temps de retrouver comment changer de... Excusez-moi, voilà. Deuxième chose, comment avons-nous procédé pour établir notre panel? Eh bien, nous nous sommes basés, puisqu'il s'agit là de CPE publics, donc nous nous sommes basés sur les documents des documents de consultation, documents de publicité, puisque les personnes publiques doivent, à partir d'un certain seuil, publier leurs avis d'appel public à concurrence dans le BONP. Donc nous avons fait un travail de veille sur les BONP, nous avons relevé essentiellement les AAPC, avis d'appel public à candidature ou à concurrence, et ainsi que les avis d'attribution. Dans ces documents, il y a un certain nombre d'informations qui nous ont permis déjà de remplir la base de données. Sur ces informations, donc, bien sûr, le BONP a été, cette veille, ce travail de veille a été complété notamment par une veille plus spécifique sur la presse spécialisée et dans le cadre de nos réseaux. Sur la base de ces informations, nous avons analysé les cahiers des charges au travers soit des documents d'APC s'ils étaient suffisants, soit au travers des cahiers des charges lorsqu'il était possible de les télécharger en mode anonyme. Et à partir de ces éléments, nous avons confronté chaque opération répertoriée à la définition dont je viens de vous parler à l'instant, de manière à déterminer quels sont les marchés, les opérations qui pouvaient rentrer dans notre panel. Nous avons été confrontés à des difficultés que vous pouvez déjà sans doute aujourd'hui imaginer. Les CPE ne sont pas forcément qualifiés explicitement de CPE dans les avis de marché, puisque ce ne sont pas ce que des juristes appellent des contrats nommés. Encore une fois, c'est un concept valise, donc on a des CPE qui ne s'annoncent pas comme étant des CPE dans les documents, donc il faut avoir un travail d'interprétation sur les éléments qui sont portés à notre disposition, et on a beaucoup de petits CPE qui échappent à la veille, puisque la publication BONP n'est obligatoire qu'à partir d'un certain seuil. Voilà, et je vais céder la parole à Julie pour la suite. Par contre, si vous pouviez éventuellement éteindre les micros lorsque vous ne parlez pas, ce serait gentil parce qu'on a quelques bruits de retour pour le confort auditif de tout le monde. Je vous en remercie. On ne t'entend pas, Julie. Ah, voilà, excusez-moi, j'avais cliqué, ça n'avait pas fonctionné. Donc, bonjour à tous. Donc, comme on vous a annoncé en introduction, dans un premier temps, nous allons aborder tout ce qui est l'évolution en fait, des CPE publics. Donc, dans un premier temps, au niveau numérique, tout simplement, donc ont été recensés depuis la création 329 CPE publics qui ont été attribués. Pardon. Donc, on a pu constater qu'il y avait une réelle progression du nombre de CPE à compter de 2012. Cette évolution peut sans doute s'expliquer par les effets de l'introduction dans la réglementation des nouveaux marchés globaux en 2011,
tout ce qui était conception, réalisation, exploitation, maintenance, puis les marchés globaux de performance, pardon. Pour rappel, effectivement, tous ces nouveaux marchés avaient été introduits dans le but de faciliter la mise en œuvre des CPE publics. Donc, en quoi ça a bien fonctionné. Donc, globalement, on constate que le nombre de CPE publics, semble se maintenir ensuite autour de la trentaine par an. Et on constate effectivement une légère déflation sur 2019-2020, plus exactement 2020, qui pourrait s'expliquer non pas par un désamour quelque part du CPE, mais plutôt par une conjoncture défavorable à l'ensemble des marchés publics sur cette période de 2020, que ce soit la crise sanitaire, les élections municipales qui ont traîné dans la durée et entraîné un blocage au niveau du processus de décision. Enfin voilà, différentes raisons exogènes peuvent expliquer ce léger infléchissement en 2020. Mais a priori, c'est pas lié au CPE. En ce qui concerne la répartition géographique des CPE publics, donc on a constaté qu'il y avait une dynamique globale et il s'avère qu'elle cache en réalité de fortes disparités entre les régions selon le dynamisme des acteurs locaux. On constate que la région Auvergne-Rhône-Alpes est nettement en avance. Dans cette région ont vu le jour différents organismes dédiés comme Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement ou la Société publique locale, la SPL. En effet, cette dernière donc, a stabilisé un cahier des charges, ciblé des CPE de petite taille, adaptés au patrimoine des petites et moyennes collectivités. Et ainsi, la SPL a contribué au développement d'un véritable tissu de PME locales qui, du coup, ont gagné en compétences et sont aptes à gérer des CPE sur plusieurs années, tout en menant, du coup, des rénovations globales ambitieuses. Donc, on voit qu'il y a de la marge de progression dans les autres régions françaises. Alors, typologie des maîtres d'ouvrage. On a fait une analyse aussi donc par maître d'ouvrage qui nous a permis donc de mettre en évidence une présence majoritaire des collectivités dans l'emploi des CPE, qu'il s'agisse donc des communes, des départements et des régions, immédiatement suivi donc par les organismes HLM. Il aurait été légitime d'attendre une réelle prépondérance des quelques 35 000 communes françaises, au vu du nombre en fait, mais en fait il n'en est rien. Clairement, elles sont sous-représentées en nombre de CPE contractualisés, sans doute par manque de moyens humains, par manque de moyens financiers pour les plus petites d'entre elles, ce qui met encore une fois de plus en avant l'ampleur de la marge de progression potentielle sur ce type de maîtrise d'ouvrage. En ce qui concerne les types de bâtiments, si on considère donc les secteurs d'activité, il s'avère que le CPE est massivement employé pour les bâtiments tertiaires, mais aussi pour les logements collectifs. Donc c'est ce que disait Frédéric Rosenstein en introduction. On voit que le CPE étant d'ores et déjà particulièrement utilisé dans les bâtiments tertiaires, c'est sans doute un outil à employer pour l'application du décret tertiaire, et pas seulement dans les bâtiments tertiaires, mais aussi dans le logement collectif, puisqu'on voit que les organismes HLM l'utilisent déjà beaucoup. Et on constate effectivement que la répartition par typologie de bâtiments correspond bien aux typologies au type de maître d'ouvrage prépondérant que j'ai pu vous montrer sur la diapositive précédente. C'est cohérent. Et enfin, en ce qui concerne la taille des bâtiments concernés par les CPE publics, on a donc analysé les surfaces des bâtiments concernés quand c'était déclaré. Et donc, en analysant aussi, en filtrant par le type de maître d'ouvrage, on a pu voir que les collectivités qui possèdent les plus petits parcs immobiliers arrivent tout de même à déployer des CPE sur ces relativement petites surfaces, notamment sur les moins de 10 000 m². Donc, on peut en conclure que les CPE comme un outil utilisable, quelle que soit la surface concernée, bien qu'il soit sans doute plus rentable pour de grandes surfaces, puisqu'il y a effectivement on optimise tous les frais d'études, de contractualisation notamment. Donc tout ceci pour
mini conclusion, on va dire, sur l'évolution des CPE. Tous ces angles donc d'analyse différentes montrent qu'il y a un réel intérêt à faire progresser le CPE dans tout ce qui est petite collectivité et commune. Et les succès qu'a pu obtenir la SPL en région Auvergne-Rhône-Alpes plaident pour la mise en place de structures d'animation similaires pouvant capitaliser les bonnes pratiques et constituer une force de soutien à des collectivités territoriales faiblement dotées en ressources humaines. Donc tout ceci est détaillé bien évidemment dans le rapport des chiffres clés que vous pourrez télécharger à la suite de ce webinaire. Donc Pascal, je te rends la parole. Merci beaucoup Julie. Merci. Donc, merci bien. Donc nous continuons avec le financement du CPE, donc information très intéressante. Alors, nous voyons bien sur ce graphe la spécificité du CPE français par rapport au CPE étranger. À l'étranger, dans beaucoup de pays, les CPE sont majoritairement financés par l'entreprise. Alors, c'est vrai d'une manière générale, c'est sans doute un peu moins vrai pour le bâtiment où les temps de retour sur investissement sont souvent assez longs. On s'aperçoit qu'il y a donc en rouge la présence d'un certain nombre de CPE financés par l'entreprise, surtout avant 2011. Cela tient au fait notamment que avant 2011, le partenariat public-privé sous forme de contrat de partenariat était souvent la manière la plus simple et la plus fiable de pouvoir faire un CPE global. Le marché public imposant aux personnes publiques l'allotissement de leur marché. Et un CPE est souvent nécessite en tout cas une approche globale sur tous les plans, que ce soit sur le plan de la conception ou de la réalisation. Donc, avant 2011, on avait tout de même un certain nombre de CPE qui étaient financés par l'entreprise. Après 2011 et l'introduction des marchés globaux à financement public, qu'on a appelé les REM-CREM ou un peu plus tard les MGP, les marchés globaux de performance, on voit disparaître ces marchés à financement privé. Alors, ce n'est sans doute pas l'évolution législative et réglementaire n'est sans doute pas la seule raison. Il y a eu également la crise financière, il y a eu aussi un certain désamour pour le financement privé suite notamment à un rapport sénatorial qui a mis le doigt sur la difficulté que l'on avait à évaluer l'efficacité économique de ce type de marché. Ceci dit, après 2011, on ne voit quasiment plus que des CPE à financement public et donc essentiellement, ça n'apparaît pas sur ce graphe, mais essentiellement sous la forme de marché globaux de performance. C'est un outil qui aujourd'hui s'est véritablement bien imposé et ça tombe bien puisqu'effectivement le législateur a introduit cet outil, ce nouveau marché pour justement mettre en œuvre des CPE. Donc apparemment, ça a plutôt bien fonctionné. La nature des marchés. Globalement, à peu près, le marché se répartit à peu près sur la moitié de marché de travaux, la moitié de marché de services, hein, un peu au prou, vraiment à très peu de choses près. C'est assez amusant à constater. Donc les marchés globaux sous forme de marché de travaux, ce sont essentiellement des marchés qui incluent des travaux sur l'enveloppe, hein, travaux d'isolation extérieure, intérieure, enfin changement de menuiserie et autres. En fait, là, on est véritablement sur des marchés de travaux. Et les marchés de services correspondent essentiellement à des interventions sur des équipements, des renouvellements d'équipements avec mise en place et exploitation de ces équipements durant une certaine période. On a très peu de marchés de fourniture. Cela s'explique par le fait que aujourd'hui, sur le marché national, on a relativement peu de CPE qui incluent la fourniture d'énergie. Pour devenir marché de fourniture, il faut que la part de valorisation, la part financière de la fourniture soit supérieure à la part service, et cela ne se voit concrètement que lorsque le titulaire est en charge d'apporter l'énergie. Alors, on a malgré tout un certain nombre de CPE où le titulaire apporte l'énergie. C'est très souvent le cas lorsqu'on a, par exemple, de la valorisation de biomasse, et notamment de biomasse locale, ou pour des questions de savoir-faire, de compétences ou de côté pratique, de praticité, le maître d'ouvrage public préfère souvent que l'entreprise puisse également lui apporter ce type d'énergie. Et donc voilà, ça reste aujourd'hui, en tout cas en France, un très faible nombre de CPE. Ça concerne très peu de CPE. Ensuite, sur la procédure d'attribution, la procédure d'attribution, en fait, on voit que très majoritairement, on est sur des procédures négociées. Aujourd'hui, c'est très proche du ressenti que peuvent avoir l'ensemble des praticiens aujourd'hui pour contractualiser un CPE. On fait appel à la négociation, on a besoin de négocier avec les entreprises.
donc essentiellement sous forme de dialogue compétitif, hein, puisque là on parle de gros marchés, donc souvent au-dessus des procédures formalisées, donc au-dessus du seuil des procédures formalisées, donc essentiellement sous forme de dialogue compétitif, de marché avec négociation ou de MAPA pour les opérations d'un montant inférieur au seuil des procédures formalisées, mais la plupart du temps, ces MAPA incluent également une phase de négociation qui n'apparaît pas en tant que telle, puisqu'elle n'est pas formelle, mais on a malgré tout des marchés négociés. Et on a une part relativement importante, à peu près un quart des CPE, qui continue à être contractualisée sous la forme d'appels d'offres, donc avec une impossibilité de négocier. Des choses quand même un peu plus verrouillées, donc comme quoi on a quand même une partie du marché qui peut faire du CPE. Alors on peut imaginer que ce sont les CPE les plus simples, ou ceux sur lesquels le maître d'ouvrage a la plus grande maîtrise technique et peut arriver notamment à estimer le gisement exploitable. Donc, il ne faut pas, disons qu'on n'a pas complètement enterré l'appel d'offres. Dernière slide sur la durée des CPE. Donc, eh bien, ce graphe est tout à fait conforme à ce qui est plutoration avec ce que l'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que l'on a des durées qui sont essentiellement, qui tournent autour de 8 ans, donc la durée de 8 ans concerne à peu près un tiers de l'ensemble des CPE. C'est une durée qui est relativement longue par rapport à des marchés classiques, mais qui est une durée tout à fait normale pour un marché qui fait l'objet d'un financement public. On a encore un certain nombre de CPE qui ont des durées très très longues. Cela concerne essentiellement les CPE sur lesquels on a un financement de l'entreprise, puisqu'il y a un principe qui est plus un principe comptable d'ailleurs qu'un principe juridique qui veut que la durée du contrat, la durée du marché doit correspondre peu ou prou à la durée d'amortissement des biens. À partir du moment où les biens sont payés par la personne publique, par le maître d'ouvrage public, la question ne se pose pas en ces termes, elle se pose essentiellement dans le cas des PPP. Donc les marchés les plus longs sont théoriquement il y a quelques exceptions parfois peuvent être assez étonnantes, mais elles sont vraiment très très mineures. Les marchés les plus longs correspondent aux anciens PPP, donc établis sous la forme de contrats de partenariat. Aujourd'hui, ça s'appelle des marchés de partenariat, mais à l'époque, essentiellement des contrats de partenariat, on n'en trouve plus aujourd'hui. Donc on a relativement peu de marchés de très long terme et on a également peu de marchés de très court terme. On n'a pas de marché, on n'a pas de CPE de 1 an, de 2 ans, on a très peu de marchés de 3 ou 4 ans, pour une raison relativement simple par rapport à des maîtres d'ouvrage privés dont on va vous parler tout à l'heure. Les maîtres d'ouvrage publics ont une certaine visibilité à moyen terme, en tout cas, au moins à moyen terme, sur le devenir de leur bâti. Ils ont un portefeuille immobilier qui n'est pas forcément extrêmement fluide, puisqu'il doit répondre à des besoins qui existeront encore demain. Donc, on a en général, sur les CPE publics, également une approche qui est une approche patrimoniale, qui inclut également des travaux qui ne sont pas forcément rentabilisables, qui n'ont pas un temps de retour sur investissement de 1 ou 2 ans. Donc voilà, la durée moyenne d'à peu près entre 8 et 10 ans, et j'en ai terminé. Voilà. Maintenant, voilà, nous allons répondre, donc prendre quelques minutes pour répondre à vos questions. Nous vous écoutons. Merci, Pascal. Donc effectivement, on a quelques questions qui ont déjà été répondues en partie dans le chat. Hein. Quand on parle de surface, quand on donne des chiffres, en tout cas sur les surfaces, on est bien sur les surfaces qui sont concernées par le périmètre du CPE. Et puis, pour la suite du webinaire, hein, les chiffres clés, mais également le support de présentation du webinaire vous seront diffusés. Sinon, 3-4 questions. Une question sur finalement un peu la stratégie de marché. Hein. La difficulté pour les petits CPE n'est-il pas de trouver un mainteneur qui sera garant de l'engagement pendant la phase d'exploitation? Une question sur l'aspect prospectif, hein, qui porte sur notre vision, ou en tout cas, est-ce qu'on voit déjà les effets à ce stade du plan France Relance, mais également de l'arrivée du décret tertiaire. Et puis, une question sur un potentiel vivier de CPE à financement privé rentable. Et puis enfin, on a une remarque qui porte plutôt sur la définition, en tout cas le périmètre du CPE qui est pris en compte dans nos chiffres clés, et effectivement avec la suggestion de prendre en compte aussi les garanties de résultats dans le neuf. Pour précision, on l'avait fait sur des éditions précédentes de l'Observatoire.
Une autre question sur la durée des CPE. Est-ce que 8-10 ans est une durée optimum? Comment peut-on l'expliquer et est-ce lié à la durée des travaux? Et enfin, une question qui porte sur le périmètre du CPE. Avez-vous pu intégrer dans votre étude des contrats de maintenance P1, P2, P3 avec fourniture d'énergie qui en définissent les cibles énergétiques? Je lance un petit peu ça à mes collègues. Je ne sais pas qui souhaite répondre sur telle ou telle question. Ça fait beaucoup Pascal, de questions. Pascal, tu as peut-être des éléments, toi, sur aussi le périmètre d'une part, la définition en tout cas, et puis peut-être aussi sur un potentiel vivier de CPE à financement privé rentable. Alors, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, reprendre question par question, parce que j'ai peur d'en oublier et s'étaler un peu vite. Donc, on va tenter d'y répondre question par question pour ne pas les oublier. Donc, la première question était... La difficulté pour les petits CPE n'est-il pas de trouver un mainteneur garant de l'engagement pendant la phase d'exploitation? Est-ce que cette question, pardon Pascal, du coup, parce qu'on ne peut pas les coupler, est-ce que cette question ne va pas aussi avec la durée? Parce que comme il y en a une sur la durée optimale de CPE, est-ce que tu vas... Alors, il y a peut-être deux choses. Hein. Enfin, je parle sous le contrôle de l'ensemble de mes collègues, même ceux qui n'ont pas encore parlé, qui ont des choses très intéressantes à dire. On a effectivement une problématique liée aux entreprises. Il est clair qu'aujourd'hui, enfin, me semble-t-il, aujourd'hui, on a des grosses entreprises qui sont tout à fait en capacité de répondre à des CPE, notamment parce qu'elles peuvent avoir une démarche globale sur un bâtiment, ce qui n'est pas forcément le cas des petites entreprises qui souvent sont organisées par grands métiers, par grandes compétences. D'où l'intérêt de certaines démarches, comme notamment sur la région Rhône-Alpes, où notamment les gens qui s'occupent aujourd'hui de la région Rhône-Alpes ont travaillé à la fois sur la constitution de la demande de CPE, enfin, on constitue des viviers d'opérations, mais également sur l'offre, c'est-à-dire on aide les entreprises à pouvoir y répondre, à pouvoir se grouper et à pouvoir répondre ensemble. On a des entreprises qui font très très bien le travail, mais qui par culture, en fait, ne sont pas encore prêtes à assumer une performance globale qui n'est pas forcément le résultat de la somme de toutes les performances. Enfin, il faut apprendre à travailler ensemble concrètement. Et ça, c'est pas toujours évident dans les démarches aujourd'hui qui sont les démarches intellectuelles, qui sont celles des uns et des autres. C'est pas, ouais, il faut y travailler effectivement. Mais oui, enfin, si je comprends bien la question, excusez-moi, si vous pourrez éventuellement repréciser, mais si je comprends bien la question, il peut y avoir, surtout dans certains secteurs et surtout sur certaines tailles de CPE, une difficulté à trouver des entreprises en capacité ou qui se sentent en capacité d'assumer une obligation de performance. Est-ce que quelqu'un ajoute quelque chose ou on passe à la deuxième question? Je regarde mes collègues, est-ce que j'ai bien compris la question? Passer à la question suivante. Je te remercie. Oui. Ouais, sur la vision des 2021, là, et notamment l'impact du plan de relance, on va évidemment en fait continuer à recenser. Aujourd'hui, on s'est arrêté effectivement en 2020 sur les CPE attribués. On s'attend effectivement à ce qu'il y ait un volume beaucoup plus important de CPE lié à l'activité du plan de relance et puis également au décret tertiaire. Et on espère pouvoir le voir l'année prochaine, donc une fois passé ce recensement de 2021. Et donc, je vous invite aussi à revenir l'année prochaine, puisqu'on rééditera aussi une nouvelle version des chiffres clés l'année prochaine, qui intégrera justement ces éléments de 2021. Aujourd'hui, on n'a pas encore la vision. Mais on peut s'attendre aussi, lié au confinement, à un report peut-être aussi de marché en 2021, de marché qui sera donc lancé et attribué peut-être les années suivantes. Oui, alors pour compléter ce que dit fort justement Pierre, aujourd'hui on ne peut pas dire que l'on a vu des choses puisqu'on ne peut pas anticiper compte tenu de notre méthode de veille. Ceci dit, on voit au cours de notre veille qu'il y a de plus en plus de marchés pour recruter des AMO. Donc concernant la mise en œuvre de CPE. Donc on peut tout à fait imaginer que ces AMO donneront très très prochainement des CPE, en fait, des consultations cette fois pour la mise en œuvre de CPE. Donc on sent qu'il y a un frémissement, il devrait se passer des choses. Oui.
très prochainement. Autre question éventuellement? Amandine, je me retourne vers toi, je suis désolé. Oui, je suis un petit peu garante du temps aussi, donc je sais pas, je vois. On a un petit décalage de 5 minutes et il y a peut-être des questions auxquelles on va aussi répondre dans la suite des présentations. De toute façon, on prend toutes les questions et on tâchera d'y répondre aussi peut-être dans un document à part lorsqu'on diffusera les chiffres clés et puis le support de présentation. Pierre, je te laisse continuer sur la typologie et les coûts des solutions d'efficacité énergétique. Oui, tout à fait. Alors, l'idée, effectivement, c'est d'aborder les actions d'efficacité énergétique qui constituent les CPE. Donc, on a sur la base des données des CPE que nous avons recensées, catégorisé en fait ces CPE en 3 typologies. Une première catégorie qu'on a appelée CPE service, qui en fait comprennent des actions dites à faible investissement, qui visent la gestion, la régulation, l'exploitation des équipements énergétiques en exploitation. Et dans notre recensement, il représente environ 11% des CPE. Nous avons la deuxième catégorie en rouge, les CPE systèmes, qui, en plus des actions précédentes, vont intégrer des travaux qui portent cette fois-ci uniquement sur les systèmes énergétiques. Donc on va avoir par exemple un remplacement du système de production, renouvellement de l'ensemble du système de distribution et de production de chauffage, de refroidissement, ce genre de choses. Et ces CPE représentent une majorité de notre recensement, donc 54%. Donc c'est la part la plus importante aujourd'hui dans notre base de données. Et puis nous avons enfin les CPE globaux, donc en vert sur le graphique, qui représentent 35% et qui correspondent en fait aux rénovations globales, donc qui intègrent des travaux sur le bâti, mais également sur les systèmes énergétiques et actions d'optimisation et d'exploitation. Donc, par rapport aux deux autres catégories, les CPE globaux vont intégrer des travaux sur le bâti, et donc souvent ça concerne des CPE, des rénovations globales. Il est aussi à noter que l'ensemble de ces CPE peuvent intégrer également des actions de sensibilisation des usagers. C'est quelque chose qui est fait assez souvent pour aussi contribuer à l'amélioration et à la maîtrise des consommations énergétiques. Alors, si on s'intéresse aux objectifs, aux engagements énergétiques de ces CPE, donc sur le graphique, on a représenté les chiffres moyens. Donc en ordonnée, on a les objectifs d'économie d'énergie moyens. Donc, ce sont des objectifs qui sont prévus au contrat. Donc c'est les engagements prévus au départ dans les CPE en pourcentage par rapport à la situation de référence. Et puis en abscisse, nous avons les durées moyennes de CPE en année. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que sur la totalité des CPE sur lesquels on a l'ensemble de ces informations, ce qui correspond à la bulle grise, donc 203 CPE, en moyenne, ils permettent d'économiser 29,3% d'énergie, et ce sont des CPE qui ont une durée moyenne de 9,7 ans. Et si on regarde cette fois-ci comment se positionnent les CPE des 3 catégories que je viens de vous présenter précédemment, donc on a les CPE de service qui, donc, assez naturellement, vont avoir des durées plus courtes et des objectifs plus faibles. Donc ici en moyenne 16,7% d'économie d'énergie. En rouge, donc les CPE systèmes vont avoir des économies, un objectif d'économie d'énergie de 22,8% en moyenne pour une durée de 9,3 ans. Et puis enfin, les CPE globaux qui permettent d'atteindre en moyenne 39,4% d'économie d'énergie pour des durées moyennes de 10,7 ans. Donc, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que ce sont des chiffres moyens, donc des valeurs moyennes, et on a malgré tout une dispersion des valeurs qui est assez importante. Donc on le voit sur ce graphique-là, on a le nombre de CPE par
catégorie d'objectifs d'économie d'énergie. Donc, ce qui est intéressant de noter, c'est que malgré ces valeurs moyennes, la diversité des CPE recensés explique en fait cette dispersion autour des valeurs moyennes qui est assez importante. Et ça s'explique par des bâtiments qui n'ont pas tous les mêmes consommations énergétiques au départ, avant travaux. Et des ambitions énergétiques qui sont aussi différentes et donc qui peuvent amener à des économies plus ou moins fortes selon les différentes catégories d'actions énergétiques qui sont réalisées. Donc justement, c'est intéressant ensuite de voir quels sont les coûts liés à ces CPE. Donc sur le graphique suivant, on vous présente donc les montants investis par unité de surface, donc en euros hors taxe par mètre carré. Donc ce sont en abscisse donc les montants liés aux travaux, ce ne sont pas les montants globaux des marchés. Il n'y a pas là dans ces chiffres la phase exploitation. On est uniquement sur les montants d'investissement. Et puis, en abscisse, nous avons les pourcentages d'économie d'énergie qui sont dans les objectifs des CPE. Et donc, nous avons pour chaque bulle, en fait, un CPE, et donc la taille des bulles est proportionnelle à la surface des bâtiments de ces CPE. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un nuage de points assez éparpillé, mais on a malgré tout des tendances qui se distinguent nettement. Alors, tout d'abord, on a dans le coin supérieur droite plusieurs points en vert, notamment, qui sont de petite taille. Et donc, on peut voir que ce sont des CPE, des rénovations globales, qui vont donc avoir des coûts d'investissement plus importants, sans forcément avoir des objectifs d'économie d'énergie plus forts, et qui s'expliquent par le fait qu'on a des travaux qui vont au-delà de la performance énergétique. Ça peut être des travaux qui se rajoutent à l'amélioration de la performance, tels que la mise aux normes, l'amélioration de l'environnement intérieur, des ambiances, du confort. Et ce qui veut bien dire aussi que les CPE, la valeur, le gain des CPE va au-delà de l'amélioration énergétique. Et puis, alors, si on regarde cette fois-ci les bulles qui correspondent aux CPE qui ont des montants d'investissement inférieurs à 200 € par mètre carré, donc sur ce graphe suivant qui est un zoom sur cette partie inférieure gauche. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que on a la majorité des CPE systèmes qui vont avoir un montant d'investissement inférieur à 50 € par mètre carré et qui vont permettre d'avoir des objectifs d'économie d'énergie jusqu'à 30% globalement. Et puis, au-delà de ces chiffres, on est plutôt sur des CPE globaux, donc des rénovations globales. Et on peut faire le rapprochement avec les objectifs du dispositif éco-énergie tertiaire. Et on peut voir ici que pour atteindre les 40% d'économie d'énergie, tel que c'est visé à la fin de la décennie en 2030 par ce décret tertiaire, ça correspond à des CPE qui portent sur des actions de rénovation globale des bâtiments. J'en ai terminé sur ces chiffres liés vraiment aux actions d'économie d'énergie dans ces CPE. Et puis, on va passer aux questions. Oui, il y a quelques questions. Je pense qu'elles vont être rapides, tu vas pouvoir y répondre très rapidement. Les économies constatées sont-elles purement déclaratives ou issues de protocoles indépendants? Alors, les économies, pour préciser, ce sont les objectifs contractuels. Donc, on n'est pas sur les économies réellement effectives et réellement vérifiées en phase d'exploitation. Donc, on a un certain nombre de CPE sur lesquels on a
pas de données ou pas suffisamment de données sur les résultats effectifs des réductions d'économie d'énergie. Et donc, du coup, on n'a pas pu analyser ça pour le moment. Donc, on est sur des objectifs contractuels. Comme tu l'as dit, pour le moment, ça fait partie des choses qu'on va essayer d'étudier à l'avenir, de mémoire. Pareil, sur est-ce qu'on parle d'énergie finale ou d'énergie primaire sur la réduction des consommations? Alors, effectivement, c'est une question intéressante. Dans notre recensement, on distingue, quand c'est disponible, l'information, si c'est en énergie finale ou énergie primaire. Donc, dans le rapport complet des chiffres clés, les informations sont plus précises. Mais globalement, dans la majorité des cas, on est sur de l'énergie finale. Donc, ce sont les chiffres qui sont directement issus des données que l'on recense. Et je crois que Frédéric Bougrain a répondu entre-temps. Pardon, c'est que je lis la réponse qu'a fait Frédéric Bougrain. Parce que du coup, ça ne vaut peut-être pas la peine que tu y répondes s'il y a déjà une réponse dans le chat. Non, pour les bâtiments neufs, oui, c'est autre chose. C'est une autre question. Donc, une question d'un monsieur Dalkia. Avez-vous pu déterminer le temps de retour sur investissement des projets de CPE globaux dont l'engagement correspond aux objectifs du décret tertiaire, donc dans ce qu'on a recensé? Pouvons-nous de fait envisager le financement des travaux engagés par les économies générées sur la durée de ce type de CPE? Donc, le temps de retour des CPE globaux. Oui, forcément, le temps de retour sur investissement, il est toujours difficile à évaluer. On voit bien que la durée d'engagement est souvent liée à ce temps de retour sur investissement et finalement à l'ambition énergétique des CCPE. Donc justement, ça veut dire que plus on cherche à investir pour gagner en réduction des consommations énergétiques, plus on va avoir des temps longs. Et donc les marchés sont souvent construits comme ça. Si je peux intervenir juste sur les CPE globaux, c'est-à-dire qu'on, comme ça a été dit précédemment, on raisonne beaucoup moins en temps de retour finalement sur des CPE globaux puisque ça va toucher également l'amélioration du patrimoine. Donc on raisonnera moins en temps de retour sur ces types de CPE. Donc en amélioration du patrimoine, mais également en économie d'énergie. Donc il y a, on va dire, un double bénéfice, mais forcément c'est des investissements plus importants qui ne touchent pas que l'énergie. Donc c'est plus de la performance énergétique embarquée dans des rénovations globales avec une garantie de résultat. Comme disait Amandine tout à l'heure, il faut qu'on surveille le temps. On a déjà un petit peu dépassé, mais il y a juste une question qui a un rapport avec le temps de retour sur investissement. C'est pour ça que je me dis que c'est corrélé. Est-ce le rapport des travaux d'investissement aux économies d'énergie générées ou le TRI inclut-il le coût de la maintenance? Alors, on n'annonce pas de temps de retour sur l'investissement. Ça ne fait pas partie des données disponibles. C'est aussi lié au prix de l'énergie, donc ça intègre pas mal de choses. Ça ne fait pas partie des données disponibles dans les AAPC qu'on a étudiées surtout. Ça fait partie des études de cas qu'on peut mener, mais pas dans les études des contrats attribués. Effectivement, le coût qui était annoncé, ce sont bien les coûts des travaux d'investissement et ça n'intègre pas le coût de la maintenance. Bon, comme disait Amandine tout à l'heure, de toute façon, les questions auxquelles on n'a pas pu répondre là oralement parce qu'on n'a pas le temps, on va les lister et puis on verra sous quelle forme vous faire parvenir les réponses. Du coup, on passe à la suite. Je laisse la parole à Sabine Brunel. Oui, bonjour à tous. Alors, je vais juste voir. Déjà, première chose, est-ce que vous m'entendez bien? Oui.
Ok, si jamais ma caméra. Et puis par ailleurs, je vais essayer de voir si ça marche, si je prends la main. Voilà, sur le. Alors, pour le moment, je n'arrive pas à faire avancer les slides. Sinon, je navigue à ta place. Si... Ah, je pense que ça va aller. Ouais. Ça devrait aller. Voilà, alors avant de démarrer, donc comme ça a été expliqué par Frédéric Rosenstein, cette année, nous intervenons donc l'Observatoire de l'immobilier durable en appui de cette édition de chiffres clés, en se penchant plus précisément sur le secteur privé. Alors avant toute chose, pour ceux qui ne sont pas familiers de l'organisation de l'association, je vais simplement présenter nous. Alors, voilà, donc nous sommes une association reconnue d'intérêt général avec à peu près 80 membres qui sont des entreprises du secteur privé immobilier pour l'essentiel et donc des bailleurs, des maîtres d'ouvrage, des promoteurs, des bureaux d'études environnementaux, des experts, voilà, ce type de métier. Et donc, on a 3 objectifs. Je vais avancer un petit peu plus vite, mais le premier, c'est le partage de connaissances. Donc, on met à disposition en fait des professionnels du secteur un centre de ressources. Voilà, on a des angles d'analyse de la plupart des enjeux ESG appliqués à l'immobilier, donc que ce soit les angles environnementaux, énergétiques, carbone ou bien adaptation, changement climatique, biodiversité, finances responsables, enfin voilà, tout un tas de sujets. Voilà, et on produit donc des études, des outils, et tout ça est à libre disposition du public. Ensuite, on a une mission d'intelligence collective, c'est-à-dire construire ce contenu avec nos membres au sein de groupes de travail auxquels les uns et les autres contribuent et participent, et ça, c'est vraiment fondamental. Et enfin, l'objectif de tout ça, c'est évidemment d'œuvrer à la transition écologique du secteur, voilà, en mettant les acteurs en capacité de bien se saisir des enjeux, aussi en leur permettant de se familiariser avec les bonnes pratiques, on va dire, plus rapidement, et puis également en intervenant quand c'est pertinent pour les réglementations qui sont en cours dans le secteur, il y en a pas mal. Voilà. D'où on travaille parle, et spécifiquement au travail qui nous réunit aujourd'hui sur les contrats de performance énergétique. Alors, un petit point sur la méthodologie de recensement spécifique sur le. Donc, nous, on s'appuie sur un travail qui existe depuis une dizaine d'années à l'OID, qui consiste en un baromètre de performance énergétique et donc une base de données de contribution volontaire sur laquelle les acteurs en fait nous transmettent leurs données, les certifications, les types d'énergie utilisés, certaines efficiencies techniques, les années de construction. Voilà, il y a tout un tas de critères qui sont intégrés à cette base. Et en fait, on a intégré donc pour cette là une liste de critères qui concernaient plus spécifiquement les contrats de performance énergétique, et on a compilé les retours des répondants. Voilà, et puis à la suite de ce premier travail de collecte, on va dire un petit peu quantitative, voilà, sur un format Excel un peu froid, on a organisé et mené avec chacun des répondants qui avaient effectivement dit qu'ils avaient des CPE en place, des entretiens plus spécifiques pour justement avoir aussi des informations qualitatives sur les actions qu'ils avaient menées. Voilà pour la méthode. À la suite de ça, donc, on est arrivé à collecter sur le privé cette année donc 108 CPE. Voilà, alors les caractéristiques de l'échantillon, d'abord sur le plan géographique, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une très forte prépondérance sur les informations qui nous ont été. Alors là-dessus, il y a certainement un biais qui est dû au fait que nous, on a beaucoup de gros contributeurs qui sont probablement très centrés sur Paris et sa région. Et probablement aussi que les gros contributeurs étaient ceux qui étaient le plus rapidement en capacité de nous répondre sur ces demandes d'informations nouvelles. Donc à voir si lors de la prochaine édition, on aura un petit peu plus de répartition géographique, c'est que ce sera quelque chose à suivre.
Par ailleurs, une petite remarque sur la répartition en régions. Donc là, on voit qu'il y a un certain nombre de régions pour lesquelles des CPE ont été remontées. Mais simplement, il y a une petite nuance à apporter par rapport au cas du secteur public. Les régions sont centrées sur les métropoles régionales. Donc, en fait, on a des CPE qui sont situés à Lyon, à Bordeaux, voilà, dans ce genre de villes. Là où, en fait, dans le secteur public, les CPE concernent un patrimoine qui est beaucoup plus diffus. Quand on parle de répartition de collèges sur un département, on est effectivement beaucoup mieux répartis géographiquement. Voilà. Hop. Toujours sur les caractéristiques de l'échantillon, on a, comme vous le voyez, une grosse focale sur les typologies de bureaux. Donc là encore, ce qui serait intéressant de voir, c'est est-ce que ça veut dire que dans le privé, c'est vraiment sur le bureau qu'on fait l'effort, enfin qu'on fait l'action de mise en place de CPE de façon prioritaire, ou bien est-ce que c'est simplement que sur le bureau, les processus de collecte sont mieux organisés? Et du coup, c'est le genre d'info qu'il est plus facile, comme ça, au pied levé, une fois qu'on en fait la demande, de transmettre voilà, dès le départ. Et puis, l'autre point qui a été noté dans l'échantillon, c'est que, en fait, beaucoup de données concernant des gros bâtiments ont été transmises. Donc là, on a la moitié des bâtiments qui ont une superficie qui est supérieure à 10 000 m². Voilà, et il y en a certains qui concernent, on va dire, des bâtiments qui sont vraiment de très grande surface, donc avec des contrats en place qui tout de suite permettent de faire le levier sur les économies générées. Alors, un autre angle qu'on a essayé de regarder sur l'échantillon sur lequel les CPE ont été souscrits, c'est leur comportement au regard des certifications en place. Donc, on a d'abord regardé les certifications en exploitation. Et ce qu'on observe, c'est qu'en fait, la présence d'une certification en exploitation est parfois couplée, et régulièrement couplée avec un CPE. Donc ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que le raisonnement qui est mené par les acteurs n'est pas du tout celui d'un raisonnement binaire de type soit je mets en place une certification exploitation, soit j'opte plutôt pour un CPE, mais ils peuvent très bien coupler les deux. Ça les dérange pas du tout. Et on retrouve le même type de raisonnement concernant les certifications en construction. Donc là, c'est la même chose. On voit que ça se répartit voilà, de façon homogène. Et que d'ailleurs, y compris sur les récents, donc après 2010, donc là encore, on se retrouve pour certains immeubles avec des doubles, voire des triples certifications, et derrière des CPE qui sont mis en place. Donc là, les raisonnements qui sont menés par les acteurs est de dire finalement ce que me donne la certification ou la double ou triple certification, c'est une possibilité technique d'arriver à un certain niveau de performance énergétique. Et ce que me donne le CPE en complément, c'est quelque part une assurance d'arriver à cet optimum de consommation énergétique. Donc, s'assurer d'arriver à ce résultat, finalement, les acteurs cumulent à la fois les certifications en rénovation construction avec ces contrats de performance énergétique. Voilà. Et enfin, donc par rapport, là encore, si on essaie de faire une petite comparaison et noter les divergences ou les convergences avec le secteur public, ce qu'on peut noter, c'est que les maîtres d'ouvrage du privé ont à cœur de privilégier des options flexibles. Donc, de ce fait, on a noté plusieurs pratiques. D'une part, on a, vous le voyez, un CPE service qui est grandement plébiscité. Et puis avec le volet à l'intérieur de ces CPE services, mais notamment sensibilisation des occupants, qui est aussi qui nous a été remonté comme un élément fondamental. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à quoi les maîtres d'ouvrage du privé accordent beaucoup d'importance. Ensuite, on a vraiment une règle qui ne souffre pas d'exception dans le privé, qui est un CPE concerne un seul bâtiment. Voilà, et là-dessus,
La différence se joue peut-être dans la nécessaire flexibilité en cas de cession ou d'acquisition d'actifs. En fait, il s'arrêter sans que l'ensemble du portefeuille, d'un portefeuille plus large, en soit impacté. Donc là encore, on voit que cette pratique, elle leur permet plus de flexibilité dans les échanges et les cessions d'actifs. Et puis le dernier élément marquant, donc on a eu effectivement une présentation des durées de CPE dans le public et puis une question qui avait été faite dans le chat sur ces durées. Mais effectivement, on remarque de façon très nette que les durées de contrat sont plus courtes dans le privé, avec notamment des contrats qui parfois ne font qu'une durée d'1 an. Et puis chaque année, il y a des nouveaux objectifs qui sont faits. Et puis, il y a possibilité pour les maîtres d'ouvrage. Donc ça, c'est des questions très précises qu'on leur a posées pour être certain d'avoir une bonne compréhension de la structure de cette durée de CPE. Vraiment, il y a une flexibilité totale. Ils refixent des objectifs d'une année sur l'autre, de garder la main sur le pilotage de leurs objectifs CPE. Donc voilà pour ces présentations synthétiques des enseignements, des premiers enseignements sur le secteur privé. Et puis, comme pour les autres sections, bah, je suis disponible pour des questions éventuelles. Merci. Alors effectivement, on a aussi dans le chat quelques réponses à des questions hein, qui ont été précisées, notamment, enfin, je fais juste un point sur l'une d'entre elles qui concernait la relation entre, et qui concerne finalement des CPE privés comme des CPE publics, hein, du respect des engagements contractuels. Finalement, la réponse qu'on peut donner, hein, c'est que globalement, oui, effectivement, il y a toujours des cas dans lesquels ça fonctionne moins bien, mais de ce qu'on observe, c'est globalement positif. Alors après, en ce qui concerne davantage la présentation sur les CPE privés, une question qui porte sur la définition. Est-ce qu'on pourrait préciser la définition utilisée pour les CPE privés? Alors, on se retrouve sur le privé un petit peu dans la même situation que sur le public, mais peut-être de façon encore un petit peu plus forte. On est reparti de la même définition, donc de la même directive. Et donc l'idée, c'est qu'il y ait effectivement un investissement, observable, et derrière une obligation de résultat qui se traduise soit par des pénalités, soit par des bonus en cas d'atteinte ou de non-atteinte de ces résultats. On n'a pas donc mis de conditions sur les durées des contrats dans pratique. Et après, il y a aussi un effet déclaratif, c'est-à-dire que à nous, ils ont des CPE en place et c'est ça qu'ils nous transmettent. Ok. Ensuite, une question sur l'échantillon OID. Est-ce qu'il ne s'agit que de CPE privés? Mais je pense qu'on peut dire que oui, effectivement. Absolument, oui. 100% de l'échantillon, là, pour le coup, on est sur le secteur privé. Et puis, une question qui porte plutôt sur les durées. Est-ce que les durées de contrat sont plus courtes à cause peut-être des baux? Et effectivement, on a eu cette réflexion. Alors, oui, effectivement, c'est vrai. Là, on est largement majoritaire. Et donc, sur une structure des baux commerciaux qui est à peu près à 3,69, ça expliquerait effectivement pourquoi finalement, au-delà de 3 ans, ça a plus de sens s'inscrire dans une coordination et coopération avec ses locataires, avec les locataires en place. Donc, c'est effectivement peut-être une piste, voilà, ça, et puis le fait qu'effectivement, la détention des actifs est plus fluide dans le privé. Enfin, une question qui porte un peu sur une question périmètre secteur. Est-ce que les CPE en copropriété ont été recensés? Alors, il se trouve que non, parce qu'encore une fois, on était sur de la collecte volontaire et là, sur les 108, bah, on n'avait pas le cas des copropriétés.
Après, c'est indéniable. Alors, il y a une complexité inhérente au cas des copropriétés, notamment tertiaires. Et derrière, aussi, je pense, une complexité à la remontée des données. Donc, c'est vrai qu'on a moins de données sur les copropriétés. Peut-être un complément de réponse là-dessus. Pour ceux qui avaient suivi les chiffres clés des précédentes éditions, on était sur une présentation de CPE à la fois public et privé, avec une majorité en fait de recensement de CPE public qui est liée à notre méthodologie de recensement. Et aujourd'hui, pour cette nouvelle édition, vous l'avez compris, on a adopté une autre approche en sollicitant en fait une étude spécifique sur le privé avec l'OID. Donc, dans les précédents chiffres clés, on avait recensé des CPE sur les copropriétés et ça fait toujours partie de l'intérêt de notre observatoire. Ils sont évidemment plus difficiles à identifier et notre méthode de recensement ayant ses limites, nous n'avons pas présenté aujourd'hui d'analyse statistique sur les CPE en copropriété. En revanche, c'est un sujet sur lequel on travaille. Il y aura notamment une étude de cas qu'on réalise et qui sera disponible prochainement sur justement le CPE dans les copropriétés. Merci. Et enfin, il y a une question aussi sur le recensement de CPE ayant pu bénéficier de bonification C2E. Donc ça, c'est pareil, c'est un cas qui est valable dans le cas des CPE publics comme des CPE privés. Oui, alors je laisse peut-être côté public répondre parce que nous, on n'en a pas recensé en l'occurrence, côté privé. Oui, peut-être pour apporter un élément de réponse, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on n'a pas recensé, qui est pas. On a quelques informations, mais c'est pas un recensement exhaustif qu'on avait réalisé au départ, donc on n'a pas d'informations fiabilisées ou statistiques à présenter, mais c'est quelque chose sur lequel on va se pencher. On va regarder s'il est possible effectivement de corréler ou d'aller chercher ces informations. Le fait de la bonification des dispositifs CE a pu peut-être favoriser ce type de contrat et il sera intéressant de collecter cette information. Aujourd'hui, on n'a pas cette information. Merci. Je propose que l'on passe à la suite avec la présentation de Frédéric Bougrain sur les impacts de la crise sanitaire sur les CPE. Oui, bonjour à toutes et tous. Merci Amandine. Donc je vais effectivement vous parler de l'impact de la crise sanitaire, donc sujet d'actualité sur le CPE, à partir d'une étude qui a été faite auprès de titulaires de contrats, de porteurs de contrats. Alors, l'origine du sujet, ça a été une question qui a été abordée lors d'un groupe de travail avec certains maîtres d'ouvrage. Et alors, pour ne pas le citer, je vais le citer puisqu'il a déjà vous a apporté quelques documents. C'est Yann Baduel de la région Centre qui a été impliqué dans ce groupe de travail et qui nous a fait remonter le sujet en nous disant pour nous, c'est un sujet central. Et effectivement, quand on regarde un peu l'historique de la crise sanitaire, avec les périodes de confinement successives, on peut voir que la crise a eu un impact énorme sur l'usage des bâtiments, puisque le premier confinement notamment a conduit quasiment à fermer la plupart des bâtiments publics. Le second, donc il y avait dans les écoles, il y avait un fonctionnement, mais les protocoles d'aération ont fait que vous avez des modifications en termes d'usage qui sont a priori fortement impactantes sur les CPE, notamment quand on regarde le deuxième confinement qui se déroule au début de période hivernale. Et donc,
tous ces éléments font qu'on s'est posé la question en se disant cette crise qui paraît exceptionnelle, beaucoup de spécialistes disent c'est un peu comme la canicule qui va revenir de plus en plus fréquemment. Certains spécialistes disent que les crises sanitaires vont être de plus en plus régulières. Celle-ci n'est pas encore terminée, comme on peut le constater. Et certains protocoles, notamment par rapport à l'aération des bâtiments, peuvent devenir pérennes et donc avoir un grand impact sur les CPE. Donc là, la question, ça a été un peu en prospective de voir comment les acteurs qui étaient déjà titulaires d'un CPE s'étaient emparés du sujet. Donc, en termes de méthodologie d'enquête, c'est en 122 maîtres d'ouvrage ont été interrogés. Alors, ces 122 maîtres d'ouvrage concernaient des CPE qui étaient en cours, qui n'avaient pas été lancés après 2019, parce qu'on considérait qu'après 2019, bien sûr, le temps de le mettre en place, les résultats étaient pas pertinents. Et puis, alors c'est beaucoup moins que la base de données, mais il faut savoir qu'il y a des maîtres d'ouvrage qui ont lancé plusieurs CPE. Donc, on a forcément un nombre de maîtres d'ouvrage plus restreint que le nombre de CPE lancés. Et puis, il y a beaucoup de CPE aussi qui sont déjà achevés. Alors, malheureusement, il n'y a eu que 100. Alors, oui, autre point, les questions abordées dans le questionnaire étaient fermées pour que les acteurs répondent justement assez rapidement et perdent le moins de temps possible. Alors, malheureusement, on n'a eu que 20 réponses par rapport au questionnaire qui a été adressé. Alors, il y a eu en matière de relance, il y a eu 3 relances, donc 20 réponses, plus celle de la SPLOZ. Alors, la SPLOZ, tout à l'heure, ça a été abordé, la SPL est présente en région Rhône-Alpes, et donc comme elle couvre aujourd'hui plus d'une vingtaine de CPE, on est presque à 30, je crois, ça donne un échantillon un peu plus représentatif en matière de comportement. Sachant que l'approche adoptée par la SPLOZ est aussi quand même unique et adaptée à chaque type de bâtiment. Alors, au niveau des répondants, donc on a essentiellement des répondants qui correspondent un peu aux porteurs de projets liés à la base, c'est-à-dire qu'on a principalement eu des communes, des départements. On a eu une seule région, un seul représentant de l'État, une caisse d'allocation familiale et un centre des congrès et la SPLOZ. Donc le patrimoine qui correspond à cet échantillon, c'est un échantillon donc essentiellement donc dans l'enseignement, école, collège, lycée, et puis après des bâtiments de bureaux et beaucoup d'équipements sportifs liés à un patrimoine communal. Alors au total, ça représentait 326 millions de mètres carrés sans les surfaces de la SPLOZ, et dans 11 cas sur 17, puisqu'il y a eu 3 réponses manquantes sur cette question-là, le titulaire partageait avec le maître d'ouvrage les bonus s'il y avait des économies d'énergie qui allaient au-delà de l'engagement contractuel. Alors, en matière de résultats, ce que l'on peut constater, c'est que plusieurs questions, en fait, comme je vous le disais, les questions qui étaient posées étaient des questions fermées, et on a posé des questions sur à la fois par rapport au premier confinement et au second, à savoir quelles étaient les évolutions, est-ce que les conditions d'exploitation avaient évolué suite au premier confinement puis au second. Alors, ce qu'on constate, c'est que la principale action qui avait été prise suite au premier confinement, c'était d'adapter les modalités de chauffage aux occupations des bâtiments, ce qui est un peu rassurant, c'est-à-dire qu'effectivement, comme les bâtiments se sont quasiment vidés, on peut considérer que c'était la mesure de bon sens. Alors, le deuxième élément qui intervient, c'est des consignes ont été données pour aérer régulièrement les bâtiments. Alors là, je pense que c'est un peu peut-être une limite des questionnaires en ligne. On peut supposer que cette deuxième consigne liée à l'aération des bâtiments, ça s'appliquait plus. D'ailleurs, en termes de réponse, on a eu davantage cet élément sur le deuxième confinement, mais on peut supposer que les répondants n'ont pas forcément pris bien attention et que ces questions d'aération, alors peut-être que pour certains bâtiments de bureaux qui étaient encore occupés pour des astreintes, ça s'appliquait, mais on peut considérer que sur des bâtiments vides, notamment, il y a eu beaucoup de réponses dans le domaine de l'enseignement. Comme les bâtiments étaient vides, il n'y avait pas du tout cette mesure ne s'appliquait pas. Donc, il y a peut-être eu une confusion en matière de premier et deuxième confinement. En tout cas, ce sont les deux principales actions qui ont été prises. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que
ces confinements ont eu un impact sur les CPE, puisque vous le voyez, donc ça a aussi conduit à augmenter les débits d'air à la suite au premier et au deuxième confinement. Il y a aussi des actions de maintenance qui n'ont pas pu être mises en place correctement, puisque vous avez quelquefois des sites qui étaient inaccessibles en raison des contraintes. Et même chose, dans beaucoup de CPE, vous avez des actions qui visent à sensibiliser les utilisateurs. Et là, à certaines reprises, ces actions n'ont pas pu être mises en place, puisque les acteurs, en fait, étaient, en raison des mesures de distanciation sociale, ces actions ne pouvaient pas être menées. Alors, autre question qui a été posée, c'était par rapport au sujet de l'évolution des CPE, donc par rapport à la question, est-ce que suite à cette crise sanitaire, un avenant a été signé? Donc, un avenant a été signé par rapport dans les 20 cas examinés à 5 reprises. Alors, dans le cas de la SPLOSE, j'en parle après, il n'y a pas d'avenant qui a été signé, mais il y a eu quand même des évolutions contractuelles dont je reparlerai ensuite. Donc, à 5 reprises, un avenant a été signé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, même si un avenant n'a pas été signé, la plupart des porteurs de projet ont rencontré le titulaire du contrat. Et ce que l'on peut aussi constater, c'est que plus d'une fois sur deux, les contrats intègrent des variations d'occupation. Donc la question de l'avenant ne s'impose pas systématiquement si, effectivement, vous avez dans votre contrat cette variation de l'occupation qui est prise en compte. Alors, quand on regarde les contenus des 5 avenants qui ont été établis, donc alors je donne les bâtiments concernés. Donc vous voyez, ça représente un peu l'échantillon global, puisqu'on est à 2 reprises sur des bâtiments municipaux, un centre des congrès, des collèges d'un département et les lycées d'une région. Donc ce qui est la mesure dominante qui a été prise, c'est en fait on neutralise le contrat. On annule l'intéressement ou la pénalité s'il y a pénalité, parce qu'on considère que l'évolution suite au premier confinement est liée plus à l'aspect crise sanitaire qu'au travail du titulaire du contrat. Donc on neutralise le contrat. Et dans deux cas, on a notamment, alors ce qui est intéressant, c'est à chaque fois ce sont des bâtiments d'enseignement, on a revu les conditions de calcul. Alors, dans le cas de la SPLOSE, il n'y a pas d'avenant qui a été signé, mais on a également revu les conditions de calcul donnant lieu à l'intéressement ou à la pénalité. Donc, dans les 2 cas, vous voyez, donc dans ces avenants, il y a une évolution des contrats. Alors, cette signature d'avenant s'imposait d'autant plus que lors du premier confinement, globalement, ce qui a été constaté par la plupart des gens qui ont répondu à l'enquête, c'est que les consommations ont baissé. Mais les consommations ont baissé, bien c'est sûr, puisque l'usage des bâtiments était moindre que ce qu'il était en temps normal. Pour le deuxième confinement, on a eu aussi le même type de question a été posé. Alors là, ce qui s'est déroulé, c'est qu'il y a eu moins d'avenants qui ont été signés. Alors le deuxième confinement a eu un impact quasiment opposé au premier. Donc, je rappelle le premier confinement en période, on rentre dans le printemps. En plus, c'est une période qui était assez chaude, si vous vous en souvenez. Donc, bâtiment inoccupé, donc effectivement, moindre consommation puisqu'on éteint quasiment tout, comme l'ont signalé les acteurs. À l'inverse, dans le deuxième confinement, on arrive en période hivernale avec en plus un protocole sanitaire qui conduit à ouvrir les fenêtres de manière régulière. Si on prend les bâtiments d'enseignement, c'est en gros toutes les heures, il faut l'ouvrir quelques minutes. Donc vous voyez l'impact que ça peut avoir sur un contrat de performance énergétique et conduire notamment à des surconsommations. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu moins d'avenants signés. Alors peut-être que les maîtres d'ouvrage ont été moins tentés de signer des avenants dans la mesure où là, l'évolution leur était peut-être plus favorable, puisqu'il y avait des consommations plus fortes que ce qui était prévu suite à l'ouverture des fenêtres. Et en matière donc de typologie d'actions qui ont été menées,
Donc, vous avez donc là, il y a 3 acteurs, vous voyez, qui ont donc 2 acteurs qui avaient signé un premier avenant suite au premier confinement, ne l'ont pas fait avec le second. Et donc là, les actions dominantes encore qui ont été prises, ça a été de neutraliser le contrat, sauf dans le cas de la région où on a d'une région donc où la même action a été prise, c'est-à-dire revoir les conditions de calcul. Donc dans le cas de l'ESPELOSE dont je parlais tout à l'heure, qui couvre environ 25 à 30 CPE, on a, selon les cas, révisé les conditions de calcul ou procédé à une annulation de l'intéressement. Alors la différence est surtout liée à, d'après la SPL, en fait, ça dépendait du type de contrat, si vous aviez des contrats sur une année civile ou si vous aviez des contrats sur à cheval sur 2 années. En effet, quand on avait des contrats pour la SPLOSE, quand il y avait des contrats sur une année civile, les sous-consommations du premier confinement pouvaient être compensées par les surconsommations du second, et donc on pouvait, dans ces cas-là, arriver à une annulation d'intéressement. Si ce n'était pas le cas, bien sûr, on allait plus vers une situation où on révisait les conditions de calcul. Alors, pour conclure, cette brève présentation qui vise essentiellement à vous donner un peu un aperçu de ce qu'a pu, des conséquences potentielles, des potentiels réels de la crise, et puis aussi ouvrir le sujet, puisqu'on peut considérer que cette situation risque d'avoir à long terme un impact sur les CPE et que toutes les questions n'ont pas été résolues. Donc, en synthèse, donc baisse des consommations sur le premier confinement et hausse sur le second, en raison essentiellement des protocoles de ventilation qui s'imposent dans la plupart des bâtiments, notamment dans le domaine de l'enseignement. Et on le rappelle, l'enseignement est un des secteurs prioritaires et majoritaires plutôt dans les CPE qui ont été signés, comme vous avez pu le voir lors des diapositives précédentes. Beaucoup d'opérations de maintenance ont été ajournées suite au premier confinement. Même chose pour les actions de sensibilisation en raison des mesures de distanciation. Alors, les dérives, a priori, sont aussi plus importantes dans les bâtiments équipés de VMC double flux, puisque le système qui est performant en temps normal le devient moins dès l'instant, lui, on procède à des ouvertures régulières de fenêtres. Donc, point intéressant à noter aussi, c'est que dans la majorité des cas analysés donc, de l'échantillon, les contrats intégraient des variations d'occupation des bâtiments, ce qui peut éviter, donc cette flexibilité peut éviter d'avoir à signer un avenant par la suite. Et puis je finirai par 2 questions. Je sais que c'est en principe à vous de poser des questions, mais là je vous poserai plus des questions par rapport à, je ne sais pas si on a beaucoup de porteurs de projets. Donc 2 questions, c'est en fait on a plus l'impression que dans la plupart des cas analysés, on assiste finalement à l'annulation fréquente de l'intéressement qui conduit à effacer la raison d'être du CPE. Donc, est-ce que c'est pas un problème à votre avis? Parce que nous, on n'est qu'observateurs, et donc la question, c'est est-ce qu'il ne faut pas effectivement, peut-être la bonne solution serait de refaire des simulations par rapport aux nouveaux usages du bâtiment avec des ouvertures régulières de fenêtres. Et la question, c'est est-ce qu'il ne faut pas trouver un compromis entre cette situation qui est très complexe et finalement la solution de facilité qui est celle d'annuler l'intéressement. Voilà, j'en ai terminé. Alors peut-être qu'il y a des questions qui sont intervenues entre-temps. Oui, je peux les lire, les questions. Lis-les, vas-y, ok. J'ai les questions. Alors j'ai la question de pourquoi ne pas avoir posé la question? Avez-vous profité de la crise pour faire des travaux que vous n'auriez pas fait normalement? Oui, on n'a pas posé la question. En fait, la question, c'était pas. On s'intéressait à. Oui, on n'a pas posé cette question. On pourra la poser ultérieurement, mais alors, on peut supposer aussi que là, on était sur des CPE. Donc, c'était des CPE, c'est des projets qui avaient fait l'objet de travaux assez récemment, puisque dans le contrat de performance énergétique, vous avez des travaux soit sur l'enveloppe, soit sur les systèmes. Donc, on peut supposer aussi qu'en fait, pour nous, la question ne s'imposait pas dans la mesure où ces projets couvraient déjà des bâtiments qui avaient fait l'objet de travaux récents. Et donc, on n'allait pas aller sur cette question qui était la même chose. Donc, autre remarque, même les contrats avec gestion d'occupation, nous pouvons penser qu'ils ont été définis en mode normal, occupés ou non occupés, mais pas occupés à 30-50%, comme ce fut le cas avec les restrictions
télétravail, une classe sur deux. Oui, donc là, c'est plus des remarques que des commentaires. Et ensuite, question de Monsieur Maury. Avez-vous une idée pour un bâtiment d'enseignement des surconsommations liées aux ouvertures des fenêtres lors des seconds confinements? Alors, on nous a parlé. Alors, je ne sais pas, est-ce que les participants peuvent avoir droit à la parole? Oui, on peut donner la parole. Non, parce que je veux juste donner peut-être la parole, parce que je sais que Yann Baduel est présent. S'il y a des personnes qui veulent lever la main, si certains veulent répondre à cette question, parce que là, moi, oui, il y a eu des surconsommations. Après, les pourcentages, c'est très délicat. Je pense que ça varie d'un établissement à l'autre. Mais oui, il y a eu des surconsommations. Là, d'après les acteurs, il y en a beaucoup qui m'ont dit entre 10 et 20%. Mais encore une fois, alors je n'ai pas voulu présenter le résultat parce qu'il y avait quelques résultats contradictoires qui me semblaient un peu contradictoires, mais beaucoup d'acteurs ont dit autour de 10-20% sur le second confinement. Oui, c'est ce que dit Yann dans le chat, 10 à 20%. Et donc, il y a Madame Lancien qui précise aussi que avant d'annuler l'attestement, nous avons déjà regardé à quel niveau de consommation on se situait par rapport à l'engagement. Voilà, donc elle fait le même raisonnement que la SPLOSE, c'est en fonction de l'année civile, voilà, une décision sera prise en fin d'année. Donc alors, je ne sais pas si vous avez après d'autres questions, voilà, ça dépend. Alors c'est vrai que là je vois sur les primes d'intéressement, les entreprises réinvestissent souvent sur le bonus. C'est vrai que, alors si on prend par exemple le cas de la région centre, s'il y a une consommation qui est moindre que prévu, le bonus se partage de 50-50, mais il y a une partie qui est réinvestie dans des travaux d'efficacité énergétique, dans des actions d'efficacité énergétique. Et c'est le cas dans certains projets de CPE. Alors, si un bonus systématique, oui, je pense qu'il faudrait ajuster les cibles, mais là, c'est effectivement la question de comment on revoit la cible initiale. Alors, cependant, on peut supposer que si les protocoles d'aération se poursuivent, on ne va pas aller sur des sous-consommations, on ira plus sur des surconsommations, puisque là, il y a un usage... L'ouverture et la fermeture de la fenêtre, a priori, quand on fait des travaux, on essaye de renforcer la performance du bâtiment en ouvrant la fenêtre toutes les heures. Ceci dans toutes les classes. On risque d'avoir quand même des surconsommations évidentes. Après, en mesurer l'impact, ça va être plus complexe. S'il n'y a pas d'autres questions, Pierre, je te laisse la parole pour la conclusion. Et sinon, si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à nous les transmettre par email, hein, ou sur le site. Ok. Du coup, je vais conclure. Donc, je vais être assez bref et comme ça, on va respecter le timing prévu. Donc, deux diapositives. Le premier message, c'est le recensement des CPE qu'on vous présente aujourd'hui. On est bien conscient qu'il n'est pas exhaustif, mais on constate qu'il donne une image malgré tout représentative du marché français. Et donc l'exercice aussi de cartographie est tributaire de la coopération des contractants afin d'alimenter et de fiabiliser la base de données. Et donc la réussite de l'observatoire, vous l'aurez compris, passe par une contribution également volontaire qui va au-delà de notre recensement tel qu'on a pu le présenter en introduction. Donc une contribution des maîtres d'ouvrage comme des opérateurs pour fiabiliser donc, et alimenter la base. Et donc pour ça, en fait, grâce au site internet qu'on a créé cette année,
dont vous avez l'adresse sur ce slide. En fait, chaque acteur peut se connecter, créer un compte et se connecter en fait, à la base de données qui est disponible sur le site. Donc avec un compte privé, il a la possibilité d'accéder aux données de ces CPE et donc de les alimenter et de pouvoir aussi par la suite se comparer aux autres CPE. Donc ça, c'est un point important qu'on souhaitait vous partager. Et puis, le deuxième élément, c'est vous parler aussi de la suite. Donc, les travaux de l'Observatoire. Donc, d'une part, nous allons publier sur notre site le rapport complet des chiffres clés de cette année. Donc, on vous a présenté une synthèse aujourd'hui. Donc, le rapport est prêt, il sera diffusé après ce webinaire. Nous mettrons également en ligne la présentation qu'on vous a faite ainsi que le replay pour ceux qui n'auraient pas eu la possibilité de le suivre. Et puis, donc, dans les travaux futurs, comme ça a été dit aussi par Frédéric Rosenstein sur la présentation de l'Observatoire, on mène également des travaux plus qualitatifs. Et donc, notamment, on réalise des études de cas. Et donc, les prochaines études de cas qui sont en cours et qui devraient être également disponibles et publiées. Donc, ce sont, je l'ai évoqué à un moment donné, le cas des CPE dans les copropriétés. Donc, on est sur des études de cas plus thématiques. Donc, on prend le cas des copropriétés. Une deuxième étude de cas sur le modèle de l'intracting en université. Donc, un autre modèle de CPE. Le troisième cas, c'est la massification avec la mutualisation de la demande pour les collectivités. Donc, on l'a vu qu'on avait quand même des CPE sur des petites collectivités, mais l'idée, c'est que ça peut, notamment pour les petites communes, être intéressant par exemple, de mutualiser et de créer un CPE qui regroupe plusieurs communes, plusieurs collectivités. Donc, c'est ce cas-là qui sera notamment étudié. Et puis, on va s'intéresser aussi à la fin d'un CPE. Donc, on a un certain nombre de CPE qui sont aujourd'hui terminés. Et donc, que se passe-t-il à la fin d'un CPE? Est-ce qu'on relance un autre contrat de performance énergétique ou comment est-ce qu'on maintient la performance énergétique et avec quel type de contrat, donc quelles orientations à la fin d'un CPE? Et puis, nous réalisons également des groupes de travail thématiques. Donc, on en avait réalisé un en février de cette année et le prochain abordera le cas des CPE privés. Donc, si vous êtes intéressé pour participer à ces travaux et alimenter les réflexions, n'hésitez pas à nous contacter pour participer à ces groupes de travail qui se poursuivront l'année prochaine. Et donc, j'en ai terminé sur l'observatoire, sur ces chiffres clés d'observatoire. Donc, vous retrouverez l'ensemble de nos travaux sur le site et la possibilité de nous contacter également sur le site. Et donc, je vous remercie à tous pour votre attention et votre participation à ce webinaire.